Wesh les gens, c'est Rivaille, et bienvenue dans cette review du manga le plus léonin de tous les temps, j'ai nommé The Jojo Lands. Comment ça va vous? Perso, la fin d'année a été une catastrophe totale. Je suis pas passé loin du burn-out dans mes études, avec un beau projet bien foiré. Ça arrive, mais ça fait tirer de belles leçons. Vous, qui jouez à des jeux vidéo et aimez vous plaindre, en gueulant sur les développeurs, n'oubliez pas que chaque jeu qui sort est un miracle absolu. En particulier le chapitre 5 de Deltarune. Voilà, c'était l'instant vulgarisation. J'essaye toujours de réduire petit à petit la durée des reviews, c'est pas encore trop ça mais j'y travaille. J'ai vraiment besoin de prendre soin de moi pendant ces vacances, et pourquoi pas, mettre ce temps à profit pour des projets plus impactants. C'est toujours un bonheur de faire les reviews et je compte continuer. Mais je pense que réduire leur temps de production sera salvateur pour ma santé et mes projets perso. Bref, rien à signaler comme grosse nouveauté ce mois-ci, si ce n'est la sortie du tome 7 en France, qui aurait pu marquer un clutch génial de Delcourt, revenu avec un tome sans aucune faute, après un délai autrement plus long, qui aurait pu s'expliquer par plus de soins placés là-dessus, et ça a tenu tout le tome, pour se foirer dans la preview du prochain. Mais merde quoi, on était à ça. Vous êtes des incapables Delcourt, des incapables. Voici la cover de cette 5e et sûrement avant-dernière partie de l'arc Usagi, Fraude et Suspicion. Pas vraiment de compo stylé propre à une cover de chapitre. C'est Smooth Operators tirant ce beau sticker pourrait tout à fait être une planche du manga. Un peu décevant là-dessus donc, mais c'est rigolo, et ça introduit un truc plutôt pertinent, qu'on verra plus tard avec ses 7 mm de profondeur. C'est en tout cas très à propos. Allez, on perd pas plus de temps, il est temps de voir ce qu'il va advenir de ces pauvres lions promis à un destin funeste. Ou pas. On a eu le droit ce mois-ci à l'un de ces chapitres quasi centrés exclusivement sur du combat, explosif à souhait, ultra bien rythmé, et over the top à fond comme prévu. Ça pourrait juste être les plaisirs simples de Jojo, mais force est de constater qu'on est sur l'un des combats, et même l'un des chapitres les plus confus depuis très longtemps, quant aux capacités du stand ennemi et le plan pour en venir à bout. J'ai réussi à dérouler un peu le fil de tout ça, alors ça va aller. Mais bon sang, quelle galère! Ne perdons alors pas plus de temps. Comme prévu, Matte Kudasai se transforme en batterie lithium-ion, pour mener à bien le plan absolument infaillible de Jodio. Ce dernier, prenant le lead comme à son habitude, rappelle que les stickers permettent aux revenants de lire l'esprit de nos personnages. Son objectif est alors reconfirmé, retirer le sien grâce au lion, puis celui des autres lui-même. Selon lui, une personne ou un être vivant ne possédant pas de stickers peut être à même de les retirer. On va très vite voir si son call se confirme. Déterminé plus que jamais à découvrir l'identité de ce manieur décidément complètement taré, Jodio annonce ne plus rien céder, et se tient prêt, déter avec Paco, signant le retour d'un duo que j'aime de tout mon cœur. Les lions arrivent, et sont d'ailleurs beaucoup plus moches que dans le précédent chapitre. Araki s'était juste appliqué à fond sur cette planche, mais c'est difficile de lui en vouloir, tant proposer un tel niveau de détail pour un combat entier serait chronophage. Intéressant d'ailleurs de noter que c'est une femelle qui s'approche en premier. Les lions sont en effet généralement plus rapides et agressifs que leurs homologues masculins, toujours ce sens du détail d'Araki qui fait bien plaisir. La dite lionne attaque alors en sautant sur Jodio, dans une planche aussi dynamique que terrifiante. Ce dernier qui répliquera avec un November Rain toujours non létal, à garder en tête, pour simplement alourdir la lionne. Le travail de stylisation typographique des annoncements de stand d'Araki continue, avec cet acronyme NVR qui pue la classe. J'adore toujours ce procédé, ça rend vraiment ces stands iconiques. Jodio, suite à l'annonce d'un Paco à fond dedans, qui lui hurle quoi faire, met alors son pied en plein dans la gueule de la lionne. Mais le stand apparaît alors, définitivement avec tout le monde en même temps, pour continuer à torturer Jodio. Il va alors le taunter sur le fait qu'il pissait encore au lit il n'y a encore que quelques temps. Une info qui fait un peu de la peine pour Jodio. Je me suis renseigné, et un tel phénomène chez un adolescent peut être lié à des troubles psychiques. 20% des adolescents vivant ça étant possesseurs d'un TDAH. Pas de lien direct donc avec le trouble antisocial de Jodio, mais c'est tout de même un phénomène qui peut totalement coexister avec des troubles psychiques divers et du stress profond, ainsi que pouvant arriver suite à un traumatisme majeur. Rien d'étonnant donc, étant donné le profil de notre protagoniste. C'est un moyen intelligent de démontrer sa sensibilité, avec cet horrible antagoniste, jouant sur cette corde pour le coup bien sensible, pour le torturer psychologiquement. Il dira aussi que Jodio se délectait de l'incendie du bus, et qu'il se fout de faire du mal à ses lions. Trop cool que cette idée soit directement mentionnée. J'en avais en effet parlé longuement dans les précédentes reviews, de ce rapport qu'a Jodio avec le fait de faire du mal à des animaux. Lui qui évitait soigneusement de blesser les éléphants, et qui prit le soin de sauver l'oiseau dans le bus, après l'avoir incendié. Il y a une certaine ambiguïté chez Jodio à ce niveau-là que j'évoquais, et que le stand a particulièrement décelé. Malgré ses actions démontrant une certaine conscience des animaux, il parle sans souci d'exploser la gueule de ses lions. C'est assez curieux quand même. Mais en y réfléchissant bien,
Ça colle totalement avec Jojo. L'homme a, malgré son trouble, des barrières morales. Il est calme, silencieux, a de l'empathie pour les animaux, mais si lui-même ou ses proches se trouvent menacés, ou encore que cela permette d'enclencher les rouages de son mécanisme, ces barrières peuvent temporairement sauter sous le coup de l'impulsion, même sans que ce soit raisonné. Un comportement d'ailleurs assez commun chez les possesseurs de ce trouble. C'est ainsi qu'il peut finir par incendier un bus pour venger Dragona, ou devoir sacrifier un ou deux lions pour sortir Usagi de cette situation. Et surtout, retrouver et punir l'ennemi qui cherche à mettre la main sur le rocher de lave, soit la représentation physique même de son objectif. Ainsi, le stand joue sur cette ambiguïté pour faire hésiter Jojo. Est-il vraiment un enfoiré sans cœur, qui défoncerait des lions innocents pour son propre profit? Sachant que même s'il continuera d'annoncer vouloir le faire, ce n'est jamais lui qui mettra directement son plan à exécution dans la suite du chapitre. Il y a fort à parier que ça l'est au moins un poil perturbé. Maintenant une question m'est venue. N'y avait-il vraiment aucune autre solution pour retirer ces stickers? Genre, demander à un passant? Et c'est là que cette véritable épidémie montrée dans le précédent chapitre trouve enfin sa raison d'être. Il n'était pas question de renforcer l'impact des hantises ou quoi que ce soit, mais simplement de faire en sorte que l'entièreté du zoo soit infectée, pour que personne ne puisse retirer le sticker. Il faut certes accepter un peu la suspension consentie d'incrédulité, car il paraîtrait tout de même cohérent qu'une ou deux personnes soient épargnées, surtout en changeant complètement de zone comme l'ont fait nos personnages. Mais c'est vraiment pas un scandale, et ça reste, disons, acceptable, compte tenu de l'excellent combat auquel ça a mené. Jojo l'a alors directement compris. Les animaux ne sont a priori pas affectés par le stand, ou en tout cas, ne peuvent pas voir leurs failles psychologiques exploitées comme les humains, logiquement. Quant aux batteries, il comptait alors les utiliser pour que les lions retirent le sticker et ne s'acharnent pas sur le bout de bidoche que sont leurs jambes après l'explosion. Mais à la fois, les dégâts causés par l'explosion seraient franchement pas ragoûtants non plus, pour les lions comme pour les jambes de nos persos. C'était donc un plan qui cherchait à limiter le plus possible les dégâts sur eux-mêmes, tout en s'assurant que les stickers partent. Mais tout de même franchement un peu con. Pas sûr que les calculs de Jojo aient été bien corrects là-dessus, et la suite le confirmera. L'idée de base d'utiliser un lion était ceci dit très bonne, mais le côté over the top de Jojo a pris le dessus. Mais tout de même, le stand est apparu quand le lion a mordu Jojo. Ça veut dire que les lions possédaient aussi un sticker? Si c'était le cas, je pense qu'Araki nous l'aurait montré directement, ou alors c'est une grosse erreur. Vous le savez, et désolé pour cette digression, mais ça me paraît important à caler ici, mais tandis que ça foirera avec Jojo, c'est bien Usagi qui arrivera à se débarrasser du sticker à la fin du chapitre. Et ce, simplement en laissant le lion faire. Sans chercher à s'en sortir en limitant la douleur, comme Paco l'a fait pour Jojo ici, en hola hola la gueule du lion. Le stand apparaît certes, mais il n'est pas en capacité d'arrêter le lion, qui, suivant ses instincts, ne s'arrêtera pas tant que la jambe ne partira pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est taunt la personne hantée, pour la convaincre d'abandonner l'idée, d'où la raison de cet accent mis sur la maltraitance animale avec Jojo. La seule façon de se débarrasser de ce stand sans ses batteries, c'était de se faire complètement bouffer un membre, par une bestiole ne suivant que ses instincts. Si c'était, je sais pas, Usagi qui tronçonnait la jambe de Jojo, ça l'aurait pas fait. Le point clé de tout ça, c'est bien l'intention. Un humain marqué par le stand, avec une psychologie complexe et l'intention de retirer le sticker, que ce soit sur lui ou sur quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Un lion, quant à lui, marqué par le stand ou non, ça n'a en vérité que très peu d'importance, ne suivant que ses instincts animaux, est en capacité de retirer le sticker, car il n'avait pas l'intention directe de le faire. Piouf! On a plus ou moins réussi à démêler ce bordel, mais quelle confusion! Entre ce fonctionnement de stand opaque, ce plan foireux au contour dont on a du mal à placer la limite entre l'idée pertinente et la volonté d'exagérer un truc over the top d'Araki, ça rend tout ça franchement complexe, et un peu trop pour le bon déroulé de ce combat à vrai dire. On arrive à faire tenir quelque chose au final, et ça reste très intéressant comme idée, mais je pense que ça amoindrit un peu l'impact d'un combat pareil, et c'est dommage vu l'excellence du concept de base. Avançons un tout petit peu en restant sur les questionnements quant à ce stand, concernant cette fois-ci sa capacité à lire les esprits. En effet, ce dernier dira qu'il a besoin du code du mangaka, que Jojo doit ainsi le sortir de son esprit. J'ai beaucoup gambergé là-dessus, mais je pense simplement que Jojo n'a lui-même pas encore trouvé la réponse à l'énigme de Rohan, et donc que le stand réfléchit en même temps que lui, comme il le réévoquera souvent au cours du chapitre. En mode, j'y suis presque. Pendant le combat, Jojo a encore quelques pensées vagabondes quant à la résolution de cette énigme. L'ennemi réfléchit en même temps que lui, et en s'aidant de ses réflexions. C'est deux cerveaux qui fonctionnent ensemble, quoi. C'est une superbe idée, mettant une sacrée pression temporelle sur ce combat. Ils doivent en finir vite, sans que l'ennemi va craquer l'énigme avant eux, ou en même temps qu'eux, car il s'introduit complètement dans leurs pensées. Le stand cut ensuite la main de Jojo pour faire tomber les batteries. L'homme s'est pas retourné certes, mais la volonté de faire retirer le sticker par le lion a sûrement suffi à déclencher cette micro-attaque, j'imagine, lui faisant abandonner concrètement l'idée de l'explosion. Paco sauve alors Jojo, du lion qui lui déchiquette la jambe,
alors non repoussé par l'explosion, car il n'y en a pas eu, ce dernier ayant fait que retirer la chaussure de Jojo. Confirmant une bonne fois pour toutes que ça n'est pas suffisant, le sticker se déportant sur son pied. Dragona annonce que Smooth Operators ne peut colmater qu'une blessure de 7 mm de profondeur, expliquant alors la cover du chapitre, et donnant un argument de plus contre cette idée de merde de la batterie, confirmant encore un peu plus son statut de fiasco complet et de fausse route totale. Le stand répète alors ce qu'on sait déjà, et surtout, révèle son nom. Il s'appelle ainsi Point Blank. C'est une chanson de Bruce Springsteen, et ça sonne très bien. J'apprécie beaucoup le fait que ce reveal se fasse diégétiquement, et pas dans les planches bonus, comme ça arrive malheureusement trop souvent. J'aime aussi beaucoup la façon dont le stand sera décrit plus tard, comme la frontière entre ce monde et le suivant, avec cette idée de fantôme et de hantise. Paco et Jojo montrent une belle cohésion, parlant tranquillement de leur plan de merde, alors que les fantômes jacassent en fond, comme le dit Paco. On dirait bien qu'ils peuvent prendre la parole quand ils veulent, mais que l'attaque ne peut être effectuée qu'après un retournement, ou une action volontaire pour retirer le sticker. Et là, bam, surprise, Allison est là, complètement paumée, en train de chercher Tori, en regardant compulsivement le plan, alors juste derrière Usagi. C'est surprenant, ça sort d'un coup comme ça, et on n'a même pas le temps de process que la grosse révélation comme quoi Tori est perdue vient nous asséner le coup fatal. Quel reveal génial. Cette dernière est complètement paniquée, ne sachant pas quoi répondre tandis que son fils lui hurle dessus, terrifié pour sa sœur. Cette interaction permet de comprendre assez facilement la dynamique entre Usagi et sa mère, a priori naïve et un peu bébête, qui se fait souvent engueuler par son fils, à raison. Elle va alors se faire attaquer à son tour par le stand, et évidemment elle aussi marquée, habile façon de confirmer que tous les visiteurs du zoo le sont, comme évoqué précédemment. Ce qui est aussi habile, c'est de révéler ses sentiments, ce qu'elle a au fond d'elle, de cette manière. C'est beaucoup moins direct qu'une réplique à Usagi, ça utilise intelligemment le stand pour révéler des infos à son propos, elle qui était très opaque, et renforce clairement l'effet de surprise. Bon, ça nous révèle quoi du coup? Allison sera hantée par son ex-mari, soit le père d'Usagi. Avant d'imaginer les révélations dingues auxquelles ça peut mener, il est intéressant de noter que les victimes peuvent donc être hantées par n'importe quelle personne décédée qu'elles ont côtoyée de leur vivant, que ce soit un proche mort il y a des années, ou un parfait inconnu mort il y a 10 secondes. Le manieur prend simplement soin de mettre en avant la personne la plus à même de faire craquer la victime, comme on avait pu le voir avec Max pour Usagi, et le garçon pour Paco. Maintenant, tout le monde apparaît en même temps, et c'est un peu le bazar, mais c'est avant tout un effet de mise en scène, pour renforcer l'effet de pression psychologique subi par nos personnages. Ce que son mari va dire, c'est lui demander si c'est parce qu'elle comptait sur Max qu'elle a perdu Tori des yeux. Puis enchaîner sur une question très lourde, est-ce que tu le fréquentais avant que le bus me percute? Pour rappel, on l'a appris dans le chapitre 8, le père d'Usagi s'est fait écraser par un bus alors qu'il était sur un chantier, et c'est ainsi que sa mère a pu vivre sereinement pendant des années, grâce aux indemnités. Elle est ainsi dépeinte comme une véritable connasse vénale. Dès lors qu'elle ne profiterait plus de cet argent, elle aurait cherché à se remarier, en l'occurrence avec Max, et peut-être même qu'elle s'était entichée de ce dernier depuis des années, avant même la mort de son mari. Cependant, je l'ai déjà bien assez dit depuis le début de ces reviews, donc je vous redirige vers les précédentes si le développement vous intéresse. Mais pour moi, tout n'est pas exact dans les dires de ces hantises. Ça se base sur des faits réels, ou plutôt les interrogations et peurs viscérales qui en découlent, pour faire sombrer nos personnages en les faisant entendre tout ce qu'ils redoutent. Ce que je pense de tout ça, c'est que c'est à nuancer. Il est tout à fait possible qu'Allison soit tombée amoureuse de Max après la mort de son mari, et qu'elle se soit mise avec lui, dans le meilleur des cas pour vivre une nouvelle histoire, sans être enfermée dans le passé, et dans le pire, pour combler un vide affectif, sans forcément avoir le contrôle. Dans un cas ou dans l'autre, sa profonde peur à elle, c'est que son mari se dise dans l'au-delà qu'elle ne l'aimait déjà plus, qu'elle a profité de sa mort pour toucher ses indemnités, alors que tout ce qu'elle voulait faire, c'est continuer à vivre, ou en tout cas surnager avec quelqu'un d'autre, en s'autorisant de nouvelles histoires. Le manieur ennemi aurait alors exploité cette faille, en prenant directement les traits de son mari, pour lui faire dire tout ce qu'elle ne voulait jamais entendre de sa vie. On verra ce qu'il en est de la vérité plus tard. Encore une fois, ça peut totalement n'être qu'une connasse finie, mais vu où la suite du chapitre a l'air d'aller, je continue de ne pas y croire. C'était en tout cas une scène franchement brillante, utilisant très intelligemment tous les éléments mis en place par le manga, aussi bien récemment avec ce stand qu'il y a plusieurs années avec la mort du père d'Usagi, pour développer de façon très subtile Allison. J'aime ceci dit pas vraiment le fait qu'on ne voit plus les personnages se retourner alors même qu'ils se font bien attaquer, ça fait 2 fois dans ce chapitre, et ça donne un peu l'impression qu'Araki fait ce qu'il veut en fonction de ses besoins de mise en scène. C'est à vrai dire sûrement le cas, et c'est un peu dommage. Mais bref. Elle va alors en effet révéler ses stickers, eux sur sa main, et tomber directement dans l'enclos des lions. C'est quand même fou qu'il n'y ait pas de barrière plus imposante, c'est quoi ce zoo, sérieux? Bref, les planches sont magnifiques, la dangerosité et la tension de la situation se font ressentir à la perfection.
Usagi est particulièrement en panique, avec ce visage saisissant, tandis que Dragona confirme à quel point l'antagoniste actuel est une sale merde, et qu'il se prendra une sacrée correction quand il daignera enfin se montrer. Il confirmera aussi que sa mère n'est qu'une innocente, maintenant ce flou moral, franchement intéressant quant à son cas. Alors qu'Allison est à deux doigts de se faire bouffer, Paco continue de vouloir mettre en place ce plan débile et demande les batteries à Jojo. Survient alors ma grosse interrogation du chapitre, sur laquelle j'espère que vous pourrez éclairer ma lanterne en commentaire, puisque Jojo va volontairement chercher à retirer son sticker, ou en tout cas, le décoller suffisamment pour que le stand se manifeste. Il ne fera que dire qu'il a bientôt déchiffré le code de Rohan, que ce soit du bluff ou non, ça continue d'instaurer cette tension. Et surtout, confirmer qu'enlever un seul sticker permet de retirer ceux de tout le monde. Était-ce juste cette confirmation que Jojo cherchait à obtenir? Raison de volontairement déclencher l'apparition du stand? Pourquoi faire dans un moment pareil? J'ai pas trop capté. En tout cas, ce que j'en tire, c'est que ça montre dans tous les cas une hésitation de Jojo quant à ce plan des batteries. Sûrement encore plus encouragé depuis, par les dires de Dragona quant à son incapacité à soigner de telles blessures. Quant au fait que Paco s'accroche à ce plan débile, bah... regardez-le, ça se tient. Mais nos personnages n'auront pas à gamberger plus longtemps, puisque tout à coup, et dans une planche aussi surprenante que hypante comme pas possible, Usagi fonce donner un gros coup de genou au lion pour sauver sa mère. Que c'est beau, que c'est stylé, j'en étais sûr qu'il la sauverait malgré tout. Il n'y a rien de plus in-caractère pour Usagi et j'adore ça. Tandis que le rythme du chapitre devient de plus en plus effréné, Usagi insulte le lion et lui fait bouffer son pied sans vergogne, c'est trop pique. Paco lance alors les batteries, ces dernières ne faisant que rebondir sur Usagi, une superbe fin complètement anticlimatique, pour ce plan qui n'était qu'une grosse connerie depuis le début, et au fond, je trouve ça rigolo. La seule manière efficace de se débarrasser du sticker était donc, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure en empiétant sur cette suite, de renoncer à sa jambe, en laissant le lion faire son affaire. Et qui d'autre pour ce faire qu'un homme au cœur pur, qui ne pourrait pas laisser sa propre mère mourir, malgré les mauvais traitements qu'elle lui a infligés? C'est très fort. J'ai terriblement hâte de voir la conclusion qu'apportera cet arc à cette relation. Jojo fonce alors sur le pied d'Usagi, dans un grand n'importe quoi décidément complètement assumé, tandis qu'Usagi retire enfin ses stickers et ceux de Paco, ce dernier les défonçant alors à coups de Ora Ora, retirant directement les stickers de tout le monde en raison des dommages subis par le manieur. Ça y est, ils sont libres. Sur cette très belle image de la mère d'Usagi tenant son fils en larmes, s'arrête ce bordel contre les lions. Le prochain objectif est désormais très clair. Le manieur est désormais blessé, il ne reste plus à notre équipe que de se servir de ça à leur avantage pour le retrouver, et lui mettre la raclée de sa vie. Ça tombe bien. Dragona repère alors une ambulance venue s'occuper de toutes les victimes de cette frénésie profonde. Il doit se trouver dans le coin. Mais pas le temps de chercher attentivement, que Dragona annonce l'avoir entendu, et qu'il apparaît d'un coup derrière lui. La planche est géniale, il est bien moche, et a l'air d'être un bon connard comme il faut avec son couteau se dirigeant droit sur Dragona. Mais il n'aura même pas le temps de lui foutre sous la gorge en mode otage, que Dragona lancera Smooth Operators pour lui retirer tranquillement son visage, démarrant le début de la torture en réponse à tout ce qu'il leur a fait subir. C'est sur ce Dragona bien badass, et prêt à lui faire passer un sale quart d'heure bien mérité, que ce chapitre se termine, mettant alors fin à ce climax absolument frénétique. C'était vraiment superbe, et j'ai hâte de voir la conclusion dans le prochain chapitre. Bon, vous l'avez compris, j'ai trouvé ce chapitre franchement plutôt confus sur bien des aspects, et ça ne fait que suivre la construction globale du stand Point Blank depuis son introduction, aux règles assez opaques. Quand on gamberge des heures pour tout assembler, ça finit par faire relativement sens, mais je ne pense pas que ce soit une approche bénéfique à la consistance du récit. Ceci étant dit, en lisant tout ça de façon assez casuelle, en se concentrant sur les événements, les personnages, etc., bref, sans être un taré qui cherche à tout décortiquer comme moi, force est de constater que cet arc est excellent, et ce chapitre ne déroge pas à la règle. On a eu le droit à un chapitre au rythme absolument exceptionnel, à la narration très fine, surtout en ce qui concerne les personnages, et rempli de magnifiques idées de mise en scène, résultant en un combat franchement mémorable, venant déjouer nos attentes constamment. Je pense que je vais devoir petit à petit faire un travail pour accepter que dans Jojo, les stands ne sont jamais à 100% définis parfaitement dès le début, sans aucun changement jusqu'à la fin de leur exploitation. De cette manière, j'apprécierais bien plus tout le reste. Et c'est peut-être la clé pour réduire significativement la durée de ces reviews, qui plus est. Ça reste un travail franchement passionnant à faire, mais je pense qu'il y a moyen d'être tout de même un peu plus concis. Bref, j'ai l'air négatif de fou, mais ne vous détrompez pas. C'est un souci que j'ai depuis longtemps avec cette partie, et même Jojo au global au fil de mes relectures, et ça ne suffit clairement pas à déprécier le banger qu'est The Jojo Lands, et l'excellence narrative de cet arc, qui arrive certainement à sa résolution le mois prochain, enfin plutôt la semaine prochaine. J'ai hyper hâte d'avoir la résolution quant à Usagi et sa mère, de découvrir les motivations de cet antagoniste,
comprendre les quelques zones de flou restantes, que sont notamment le statut de Max, l'ombre de Tori apparue chez lui, en même temps que savoir où cette pauvre fille a bien pu passer. Tout ça va enfin se rejoindre pour faire sens d'un tableau. Et bien voilà, cette review est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Très compliqué à faire de mon côté, je vais pas vous mentir. Je suis dans une situation assez compliquée dans ma vie perso en ce moment. L'idée c'est pas de m'épancher là-dessus puisque ça ne vous regarde pas spécialement. Mais voilà, n'hésitez pas à le prendre en compte quand vous voyez le délai de sortie des vidéos. C'est important et il faut que je ménage avant tout. Ceci dit, ça m'a vraiment fait kiffer de la faire celle-ci. Un format que j'ai réussi à faire plus court, tout en gardant un bon niveau d'analyse, donc ça fait vraiment super plaisir. Je vais essayer de continuer dans cette direction-là, pour encore une fois, comme j'ai pu le dire dans l'intro, essayer de dégager un petit peu de temps pour moi et pour faire pourquoi pas de plus gros projets à côté pour YouTube et autres. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du chapitre en commentaire. On se retrouve donc très vite pour le chapitre 38. Je sais pas si la review sortira plutôt dès lors que le chapitre sera là ou plutôt quelques semaines après, je sais pas, je verrai en fonction de mon temps. Dans tous les cas, je m'en occuperai et ça va être un bonheur. Merci à tous les donateurs, ça me fait toujours autant chaud au cœur. Merci à ceux qui sont venus me voir au concert de Coda, c'était franchement super cool. Le petit concert était assez particulier, disons. Profitez bien de nos vacances pour ceux qui le sont, force aux autres. N'oubliez pas que The Jojo Land c'est quand même vachement bien. Et puis voilà.